Valérie Expert. Ils sont que deux pour l'instant, donc ils vont finir par se mettre d'accord. Bonjour Benoît Chevalier, bienvenue. C'est une première pour vous dans les débats. Vous êtes entrepreneur, essayiste et enseignant. Bonjour à vous. Et Alex Darmon qui était déjà là. Bonjour. Journaliste politique, on vous écoute, on vous regarde sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et évidemment, tous les vendredis, La Vérité en face de Patrick Roger. Vous êtes face à Éric Tegner. Nous attendons Noémie Alioua, journaliste, essayiste et également Hassan Amou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif Les Écologistes, en charge de la formation et de l'Académie verte. Bref, les sujets ne manquent pas ce matin. Bruno Retailleau qui devient président des Républicains, un espoir pour la droite française. En tout cas, c'est une victoire sans appel pour Bruno Retailleau. Rodéo urbain, Bruno Retailleau qui autorise la poursuite par les policiers des rodéos urbains. Gérald Darmanin qui veut une prison de haute sécurité en Guyane. On va en parler parce que là aussi, on parlait avec vous, Alex, de la nuance. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Évidemment, la presse a besoin de faire des gros titres, donc, mais quand on rentre dans le fond des choses, cette prison était prévue déjà depuis un moment. Évidemment, on ne va pas envoyer des prisonniers. Enfin bon, on va y revenir dans un instant. Avec vous, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mais Benoît Chevalier, honneur à vous. Et vous vouliez nous parler d'un livre. Exactement. Alors je vais plutôt commencer par un coup de cœur. On est lundi matin, donc on va commencer par une bonne nouvelle. Et donc mon coup de cœur, en effet, je suis passionné du continent africain. J'y ai travaillé, j'y ai vécu, j'ai arpenté plus de 40 pays. Et donc mon coup de cœur va sur le dernier livre d'Antoine Glaser, journaliste connu et réputé sur le continent africain. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un livre comme un autre. C'est-à-dire point de relation France-Afrique, point de discussion sur les présidents, leurs succès ou leurs échecs, mais c'est un livre d'espionnage. Donc Sombre Lagune, aux éditions Fayard. Donc tout y est, tous les ingrédients. Donc on a un meurtre, on a des assassinats, on a un agent de la DGSE, Paul Mercier. C'est une fiction ou un essai ? C'est une fiction, c'est présenté comme tel. C'est présenté comme une fiction. C'est bien sûr présenté comme tel. Donc c'est un roman de fiction qui alterne aussi évidemment des sujets géopolitiques. Donc ça se passe à Abidjan, à la lagune des Briées. Donc on a des agents secrets russes, libanais, américains. Bref, c'est un véritable nid d'espions. Et ce Paul Mercier, donc cet agent de la DGSE, va être confronté à toute une série de rebondissements et essayer de démêler le vrai du faux avec une tentative d'assassinat le concernant, montrant que sans doute il s'approchait de la vérité. Donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande et qui donne à la fois pour ceux qui aiment et connaissent le continent et la Côte d'Ivoire dont je fais partie, évidemment ils s'y reconnaissent, ils adorent, mais aussi ceux qui ne connaissent pas, puisque ça donnera clairement, leur donnera clairement envie de avec quelqu'un qui connaît bien et donc avec des clés peut-être à trouver dans cet ouvrage. Ça s'appelle Sombre Lagune, Antoine Glaser, et c'est chez Fayard. Vous me permettrez un coup de cœur pour Arnaud Benedetti et pour pour Boualem Samsal, le combat d'Arnaud Benedetti, et puis cette tribune ce week-end qui dans le Figaro qui demande à ce que Boualem Samsal devienne ambassadeur, soit nommé ambassadeur de la francophonie, ce qui permettrait à Boualem Samsal d'avoir un statut diplomatique. On rappelle qu'il est en détention depuis 6 mois. On ne sait rien de ses conditions d'enfermement. Il a 80 ans, il a un cancer et on ne voit pas d'issue pour sa libération. Donc ça peut être, Noémie Alioua vient d'arriver, ça peut être une des pistes de le nommer ambassadeur pour avoir un statut diplomatique, bien que on ne fonde pas beaucoup d'espoir sur l'envie de l'Algérie de le libérer. Oui, ça peut être une des pistes, effectivement. Vous savez, vendredi dernier, j'étais avec le comité de soutien de Boualem Samsal. On était devant l'ambassade d'Algérie en France et la présidente du comité, Noël Lenoir, elle a adressé un message très précis au président algérien, M. Tebboune, en lui demandant simplement
qu'il puisse avoir accès à son avocat français, parce que je rappelle qu'il ne peut pas avoir accès à son avocat. François Imre n'a pas reçu son visa pour pouvoir aller en Algérie. Donc d'ailleurs, au cours du dernier procès, ce fameux procès qui a duré 20 minutes, qu'il a condamné, il s'est défendu tout seul. Donc, effectivement, tout ce qui est possible de faire aujourd'hui pour sa libération, il faut le faire. Et il y a un comité de soutien qui est très mobilisé pour proposer des actions, des solutions. Et le fait de le faire ambassadeur de la francophonie, ce serait une solution parmi d'autres pour l'aider. Parce que, vous l'avez dit, il faut le rappeler à chaque fois, c'est un homme qui est emprisonné pour des idées, c'est un écrivain, c'est un homme qui n'a jamais rien fait d'autre que d'écrire. C'est par ailleurs un homme très, très doux pour ceux qui l'ont rencontré. C'est un écrivain qui raconte l'Algérie, qui raconte son pays, qui le défend et qui aujourd'hui, et depuis 6 mois maintenant, il est dans les geôles algériennes. C'est un scandale et chacun de nous devrait se battre pour sa libération. On va marquer une petite pause. Peut-être on a peut-être un de vos coups de gueule, Noémie, puisque vous êtes lancé, il nous reste 1 minute. Oui, je vous en ai autorisé 2 parce que c'est 2 sujets d'actualité. Oui. Vous vouliez parler de Joe Biden ? Oui, voilà. Brièvement, peut-être un hommage à l'ancien président américain Joe Biden, parce que vous le savez, il a été diagnostiqué d'une forme agressive du cancer de la prostate. Et voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Ça a été un grand président. C'est un homme qui a 50 ans de vie politique américaine derrière lui. Il a été d'ailleurs relativement consensuel comparé par exemple à Obama ou par rapport à Trump. C'est un homme qui n'a pas été clivant par rapport à d'autres présidents américains. Au cours de son mandat, il a notamment relancé l'économie après le Covid avec un plan d'investissement massif. Il a soutenu aussi massivement l'Ukraine et Israël dans des périodes difficiles. Il avait montré à la fin de son mandat des signes de déficience intellectuelle et cognitive, donc il ne s'est pas représenté. Souvenez-vous, c'est Kamala Harris qui a pris la tête de son parti. Mais voilà, aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il est malade et qu'il est particulièrement malade, puisque ça a été, c'est sorti dans la presse, il a une forme agressive de ce cancer. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ça a été un grand homme. Quoi qu'il lui arrive demain, on le soutiendra. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Trump sur son réseau Social Truth. Lui souhaitant un bon rétablissement après toutes les attaques qu'il avait pu proférer à son égard. Exactement. Et Trump qu'on pourrait surnommer aussi Sleepy Trump, puisque lui aussi Sleepy Donald, puisque lui aussi s'endort. On voit sur certaines images comme le faisait Joe Biden. On se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. Tout de suite, ce sont les informations. Tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Hassen Amou. Bonjour Hassen, militant associatif, membre du bureau politique exécutif Les Écologistes. Vous êtes en charge de la formation et de l'Académie Verte. C'est quoi l'Académie Verte ? C'est un espèce de carburateur où on y réalise des masterclass, on y forme des militants, on s'adresse à un public le plus large possible pour y transmettre des infos, de la bonne pratique écologiste. Benoît Chervalier, vous êtes entrepreneur, essayiste et enseignant. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face à Éric Tegner. Et également, je recommande votre chaîne Les Indécis, qui est disponible sur YouTube. Et Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Je rappelle votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. On va revenir sur la victoire de Bruno Retailleau. Il devient président des Républicains avec une très très large majorité. Et à signaler, j'ai eu accès à la courbe d'audience du JT de TF1. Et c'est la première fois depuis très longtemps qu'un homme politique ne décroche pas lors d'un JT. Il faut savoir que quand un homme politique passe dans un journal télévisé, quel qu'il soit, il y a une chute d'audience et là, il n'y a pas eu de déperdition. Donc il y avait un intérêt, en tout cas pour les discours de Bruno Retailleau hier aux 20h de TF1. Rodéo urbain, on va en reparler. C'est également Bruno Retailleau qui désormais autorise la poursuite par les policiers. Gérald Darmanin qui parle d'une prison de haute sécurité en Guyane. Choose France, bref, beaucoup de sujets et puis vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mais juste avant, vous savez que c'est la fête des mères dimanche et vous allez pouvoir jouer. Voilà, ça sert de venir sur Sud Radio.
C'est cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque levent-à-la-française.com. Très élégant, très, très joli pour cette fête des mères, pour célébrer vos mamans. Une fête réactionnaire, diront certains, mais néanmoins très fêtée. Un bracelet qui vous accompagnera toute votre vie. Jolie finition, bref, confectionné à la main. C'est français, Choose France. Et c'est à gagner 0826 300 300. Vous nous appelez et nous vous donnerons le nom du vainqueur dans un tout petit instant. On va continuer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, vous vouliez revenir sur cette journée de lutte contre l'homophobie dans le foot. Oui, pour la Ligue 1 notamment. Vous saviez, les joueurs des équipes de football de Ligue 1 devaient jouer samedi soir avec, pour la dernière journée du championnat de France avec un maillot arborant un patch qui venait soutenir la lutte contre l'homophobie. Et comme chaque année, malheureusement, mais c'était déjà un coup de gueule que j'avais l'année dernière. Vous voyez, les coups de gueule se répètent. Oui, finalement. Absolument, c'était déjà le cas. Oui, c'était déjà le cas. Et d'ailleurs, je crois que c'était avec le même joueur, Mostafa Mohamed, du FC Nantes, qui refuse de jouer lors de cette journée. C'est pas le seul, hein. Il y avait eu des joueurs du PSG aussi auparavant qui avaient refusé. Et donc, il a refusé, mais cette fois-ci, en refusant, il a cru, intelligent, de devoir expliquer les raisons de son choix, ou en expliquant que c'était parce qu'il fallait le respecter et respecter ses pensées, que lui n'allait pas jouer. Donc en quelque sorte, il ne respectait pas les pensées aussi et les coutumes, la culture d'un pays comme la France. En fait, moi, ça me dérange énormément le fait que chaque année, on ait le même problème et chaque année, on dise que c'est pas normal qu'un joueur refuse de jouer lors d'une journée de championnat pour une cause qui est tout à fait noble et tout à fait normal dans notre pays, qui est de lutter contre l'homophobie. Et là, on en arrive même à avoir un argumentaire qui justifie et qui explique le fait, enfin c'est complètement lunaire quand vous lisez l'argumentaire, que s'il ne joue pas, c'est parce que il faut le respecter et que lui, il respecte pas les autres. En gros, je vous la fais courte, hein. Mais c'est un peu ça. Et ce qui m'agace encore plus, c'est la réaction du club, et de la Ligue d'ailleurs au demeurant, qui va le sanctionner financièrement et hop, et qui vont avec un peu d'hypocrisie reverser la somme qu'ils lui ont retirée à une association qui lutte contre l'homophobie et hop, on va passer à autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, l'exclure je sais pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose autour de la table et que chaque année on n'ait pas ce débat. Il faut que la Ligue, il n'y a pas que le club d'ailleurs, il faut que la Ligue aussi se saisisse du débat et oui, impose des sanctions à des clubs. Pourquoi pas retirer des points aux clubs qui ne se prêteraient pas totalement, surtout que là en plus c'est même pas, enfin c'est assumé le fait qu'ils veuillent pas jouer pour cela. C'est assumé. Et autant moi, je suis pour respecter toutes les cultures, et je vous le dis très sincèrement, quand il y a le ramadan, je comprends qu'il y ait des joueurs de foot qui ne veuillent pas jouer, qui ne peuvent pas jouer, que les clubs ne les fassent pas jouer, qu'il faut peut-être décaler les journées. On peut tout imaginer, vous voyez, mais c'est pas non plus à la culture d'un pays de s'adapter à une religion, à mon sens. Voilà. Ouais, alors Stéphane me dit, mais il y a d'autres joueurs qui ont joué et masqué le logo avec du scotch. Mais c'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que la Ligue, en décidant de faire cette journée et en ne l'imposant pas, n'assume pas ce qu'elle fait. Alors c'est une initiative qui est très louable, mais si au final elle n'est pas assumée et assurée par les joueurs de Ligue 1, bon bah c'est limite franchement c'est contre-productif. Je vous le dis honnêtement. Vous en pensez quoi? Moi j'ai toujours trouvé que c'était stupide et qu'il fallait que tous les joueurs s'y prêtent au jeu et que c'était très important et que c'est une cause que nous les écologistes défendons et prenons très au sérieux. C'est pas la question n'est pas liée à la religion. Bon, que la personne ait tenté une explication. Il y a des musulmans, des personnes de confession musulmane qui arborent cette reconnaissance, ce badge. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. Et je vois pas encore une fois ce que la religion vient faire au milieu de ce débat. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai travail, comme il l'a dit. C'est lui qui dit que non, mais c'est pour ça que je le dis, que je le répète, c'est que vraiment, ça doit être une cause supérieure à ce débat-là, et que tout le monde devrait se prêter au jeu quand on sait aujourd'hui ce à quoi on fait face dans notre société. Oui, et effectivement, j'avais vu sur X quelqu'un qui disait le gros sponsor Winamax, il a été caché, il l'a caché, le joueur de foot Ahmed Hassan, parce que c'est du jeu, que les paris d'argent sont interdits aussi. Donc c'est un peu l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous avez un avis. Bon, on va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Hassen, vous, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur, effectivement, puisqu'il y a de cela, je crois, 1 an et demi,
Sandrine Rousseau et Marine Tondelier étaient en visite auprès des agriculteurs sur sur un territoire, celui du Gard, il me semble. Et il y a eu un échange de mots et d'insultes, où un agriculteur a insulté Sandrine Rousseau dans des termes peu élogieux. Et je trouve que le fait qu'il se soit fait condamner de 2500 € d'amende et du sursis... va faire la soupe, salope. Hein. Voilà, on peut répéter quand même les mots. J'ai pas voulu répéter l'insulte, mais je trouve que il y a une... Il a été condamné vendredi dernier à 2500 € d'amende. Et d'abord pour toutes les femmes et ensuite pour les parlementaires. Exactement. Toutes les violences sont inadmissibles. Pour expliquer qu'à un moment donné, on peut pas aller insulter non plus qui que ce soit, et encore plus une parlementaire. C'est honteux. C'est très bien qu'il ait effectivement été condamné. Tout à fait normal, tout à fait logique. On a le droit de pas être d'accord. C'est aussi le sel de notre pays. Par contre, ça serait bien de le faire dans la nuance et dans le respect les uns des autres. Voilà. Oui. Absolument. Je vous avais accordé un deuxième coup de gueule, parce que c'est aussi l'actualité. C'est le jour de chance. Dire un mot sur Joe Biden, atteint d'un cancer, et puis vous vouliez parler des résultats de l'Eurovision, parce qu'il y a eu toute une polémique autour du vote, évidemment, et de la candidate israélienne. Il y a eu toute une polémique, mais il y a eu aussi une adhésion du public, et c'est ça peut-être que je voulais montrer. Donc un petit retour effectivement sur cette cérémonie de l'Eurovision qui a eu lieu samedi soir, qui a été remportée, vous le savez, par l'Autriche. La France est arrivée 7e avec Louane, et Israël est arrivé 2e avec sa candidate Yuval Raphael, qui a donc performé avec un hymne à l'espoir, à la solidarité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la candidate qui a reçu le plus grand vote du public. Donc elle a été massivement plébiscitée par les gens, bien loin de tous les appels au boycott, bien loin de toutes les haines, bien loin aussi des manifestations qui ont eu lieu à l'extérieur de l'événement pour appeler au fait qu'elle n'y participe pas. Bien loin de toute la haine, même si, bien sûr, vous le savez, le chef des haineux, moi je l'appelle comme ça, Émeric Caron, il est devenu carrément complotiste. Je ne sais pas si vous avez vu son tweet ce week-end, mais quand même, il mérite d'être prononcé. Il accuse, je cite, les propagandistes d'Israël de truquer le vote à l'Eurovision. Est-ce qu'il a des preuves? Non. Est-ce qu'il y a des preuves? Non. Mais il considère qu'il y a eu du trucage dans l'air. Je pense qu'Émeric Caron est en train de perdre un petit peu la boule, ce qui est un petit peu dommage pour un homme qui a été pendant si longtemps un journaliste engagé, qu'on respecte ou non ses combats, qui aujourd'hui est député de la République, député de la Nation. Ce n'est pas rien, il porte les couleurs de la France, et aujourd'hui il sombre dans une sorte d'obsession complètement délirante, en inventant des informations qu'il n'est pas à même de prouver. Alors, il y a eu des tweets qui ont été, un en particulier de quelqu'un qui disait « j'ai voté avec 5 cartes de crédit, j'ai voté 10 fois, 50 fois ». Donc c'est sur ce point-là... il y a des témoignages qui peuvent aller dans tous les sens. Et c'est limité à 12 votes, je crois, par téléphone. Donc là, ce qui est intéressant dans ce que dit Noémie, en effet, c'est que quand vous regardez la carte des votes, parce que c'est la seule chose dont on a accès, on n'a pas le nombre de votants et tout, vous voyez que dans des pays très hostiles à Israël, je pense à l'Irlande notamment, ou à l'Espagne en ce moment, Israël est arrivé en tête avec des communautés, parce que c'est ce que dit Émeric Caron en substance. Il dit en gros, en disant qu'on a truqué cette élection, il dit que les communautés juives nationales de chaque pays ont voté massivement. Quand vous regardez le nombre de juifs en Israël, la communauté juive en Irlande, je crois que c'est 1800 personnes. Je crois, à peu près. Et en Espagne, c'est pas beaucoup plus. Donc voilà, c'est effectivement un peu du complotisme et de la haine, effectivement. On va marquer une pause et on va commencer nos débats. En particulier, l'actualité, c'est l'élection de Bruno Retailleau, qui devient président des Républicains. Une très très large victoire qui l'a lui-même surprise. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, hier, Bruno Retailleau a donc été élu nouveau président des Républicains. Il reste ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il allait faire évoluer également les règles d'intervention des forces de l'ordre en cas de refus d'obtempérer. Mais néanmoins, revenons sur cette très large victoire de Bruno Retailleau. 74,3% des votes contre 25,7%. Plus de 120 000 adhérents des Républicains qui sont allés voter. Je pense que, et il l'a dit, Bruno Retailleau ne s'attendait pas du tout à cette victoire. Vous avez suivi un petit peu la campagne de Laurent Wauquiez et celle de Bruno Retailleau.
Alors, moi, je suis pas un homme politique, je suis un chef d'entreprise. Benoît Charvalier, non, mais vous êtes un citoyen, donc. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est notamment avec l'angle un peu international. Et je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, je ne me prononce pas sur la politique des uns et des autres, mais c'est une très bonne nouvelle déjà parce que le nombre d'adhérents a été multiplié par 3. Et je trouve que des partis qui disposent d'adhérents, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc 120 000 adhérents par rapport à 40 000, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, quand on regarde, il y a une vraie anomalie française sur la faiblesse du nombre d'adhérents par rapport aux autres grands partis. Si on prend en Allemagne, la CDU, donc la droite allemande, ou le SPD, la gauche allemande, en dépit d'une faiblesse aussi ces dernières années, affichent à peu près respectivement près de 400 000 adhérents chacun. Donc le fait qu'il y ait, on va dire, une forme de retour de l'expression démocratique et une forme d'adhésion, alors maintenant la balle, si je puis dire, est du côté du PS, qui a, je crois, à peu près 40 000 adhérents aussi. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est d'avoir une victoire claire et nette. Je pense que là aussi, peu importe ce qu'on en pense, à partir du moment où on a une ligne claire, ça veut dire qu'on a tous les moyens, toutes les manettes pour pouvoir mener et engager une réforme, des décisions, et puis ensuite évidemment de rendre compte par rapport à ces deux éléments. Donc pour ces deux éléments, pour moi, il me semble que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Victoire donc très large, encore une fois. Franchement, personne ne s'y attendait dans les rangs des Républicains. 74%. Vous savez, il y avait un enjeu qui était encore plus important dans cette élection que l'élection LR du président LR en tant que tel. C'était la présidentielle en ligne de mire. Puisque dans 8-9 mois, vous allez avoir une primaire, a priori, chez les LR qui seront organisés. Bruno Retailleau, il jouait beaucoup parce qu'il avait d'abord rassemblé autour de lui beaucoup de poids lourds du parti Les Républicains, et en plus il est ministre de l'Intérieur dans le même temps. Et s'il faisait pas un gros score, ça pouvait être compliqué pour lui dans les mois qui venaient, même en tant que président, de rassembler. Aujourd'hui, en gagnant 74%, il fait ce qu'il veut à bord. C'est-à-dire qu'il met qui il veut à n'importe quel poste, et il prépare la campagne présidentielle, parce que je crois que c'est pas un secret aujourd'hui, c'est ce qu'il vise clairement, de la manière la plus sereine possible. Maintenant, il va falloir savoir quel va être le rôle de Laurent Wauquiez dans tout ça, parce que depuis hier on nous répond qu'il va avoir un rôle prépondérant. Moi je suis curieux de savoir quel rôle il va avoir à jouer, et surtout quelles sont ses ambitions et quel est son avenir politique, parce qu'il reste président du groupe LR à l'Assemblée nationale, mais est-ce que vraiment il s'affiche comme un candidat plausible et possible pour la présidentielle? C'est une sacrée claque quand même. Comment? C'est une sacrée claque quand même pour Laurent Wauquiez. Je vous dis vraiment, les derniers, quand vous parliez avec des politiques LR, ils espéraient une victoire de Bruno Retailleau qui s'approche des 60% pour avoir les mains assez libres. Il est à 74%, comme vous l'avez dit, avec une poussée d'adhérents à 120 000. C'est vraiment beaucoup, 120 000 adhérents pour un parti. Je crois que c'est 80 000 personnes qui ont été votées hier sur jour des cotisations. À jour de cotisation. Donc c'est quand même beaucoup aussi. Ça a été une vraie élection, et donc il s'appuie vraiment sur une vraie victoire pour pouvoir construire son avenir politique. Hassan Amou, quel regard Moi, je vais pas rentrer dans l'éloge des LR, ça m'intéresse pas. Et puis, non, c'est pas. Non, mais personne n'a fait. Je parle de voilà. Moi, j'ai pas d'appréciation particulière. C'est pas le but non plus. C'est un observateur de la vie politique que vous êtes, et dans l'opposition. Moi, je trouve que c'est une formidable gâchis de ce qu'ils ont fait de cet appareil, quoi qu'on puisse en dire, de ce mouvement de droite qui était plus ou moins républicain fut un temps. Aujourd'hui, pour moi, les LR actent un glissement vers les idées d'extrême droite, avec tout ce que cela comporte. Les thèmes avec lesquels a fait campagne et Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, sur des sujets qui sont toujours les mêmes, l'immigration, l'islam, voilà, tout, c'est une espèce de fourre-tout avec lequel ils ont fait campagne tambour battant. Pas certain que ils arriveront à la fin à combattre, en tout cas, ou à gagner du terrain face à l'extrême droite. D'ailleurs, Retailleau a dit lui-même que ce n'était pas son objectif, et que son objectif était clairement de combattre la gauche. Mais ça ne m'étonne pas au vu de la direction qu'il a pris, à la fois à la tête de son ministère et demain à la tête des LR. Je pense que le ton et la trajectoire est déjà donnée à la suite de cette élection. Mais sur ce que disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure sur Benoît Charvalier, sur ce qu'il disait sur le nombre de militants, c'est le parti où il y a le plus de militants. Donc ça veut dire que les LR parlent à quelqu'un quand même, enfin parlent à une certaine catégorie de Français.
Oui, après, la question du nombre de militants, il est sûr qu'en France, je sais pas d'ailleurs entre eux et le RN, qui est-ce qui... voilà, ok, c'est eux. Donc peut-être qu'il y a une culture d'adhésion, de machin, qui fait que voilà, mais j'ai pas de commentaires là-dessus. Noémie, alors ce matin, Gilles Gansman nous apprenait que Laurent Wauquiez était surnommé Laurent Vautré. Là, c'est sûr que c'est une victoire éclatante pour Retailleau, ça c'est évident. Et c'est pas seulement la victoire d'une ligne claire, d'un homme qui est toujours resté fidèle à ses convictions. Pour moi, c'est vraiment la victoire d'une stratégie. Et c'est la stratégie de l'action. Parce que, au fond, je pense qu'il a largement bénéficié de la visibilité dont il a gagné en acceptant un poste au sein du gouvernement Bayrou. Seulement lorsque ce gouvernement Bayrou a été confectionné, souvenez-vous, un poste avait aussi été proposé à Laurent Wauquiez. Mais Laurent Wauquiez, il considérait que si on entrait dans ce gouvernement, on prenait le risque de se salir, qu'on entrait dans une sorte de Titanic qui allait de toute façon à la dérive, qu'on allait se salir dans le macronisme. Et donc, au fond, il fallait rester observateur de ce qui allait se passer, mais surtout ne pas s'engager réellement. Donc c'est vraiment une stratégie qui a été choisie. Il y a deux hommes qui ont pris des décisions et des choix différents, et c'est là qu'on voit qu'à partir des choix qu'on fait, on peut tout perdre ou tout gagner. Et en l'occurrence, je pense que Bruno Retailleau a fait le choix d'entrer dans ce gouvernement. Il est devenu ministre de l'Intérieur. On ne voit que lui. Il joue sur la communication tous les vendredis. Vous voyez, il parcourt la France. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Le grand sujet de Bruno Retailleau, c'est pas l'islam, c'est la sécurité. Le grand sujet de Retailleau, c'est vraiment la sécurité, et la sécurité de tous les Français d'ailleurs. Donc, il a gagné en popularité, il est très puissant dans les sondages d'opinion, et aujourd'hui, il s'est imposé de façon écrasante face à son concurrent. Et donc, au-delà des convictions, c'est vraiment le choix politique qui vient le récompenser aujourd'hui, et ça c'est extrêmement intéressant. Et juste un dernier mot, parce que Alex Darmon l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant de comparer. Il est exactement comme dans la même situation que Nicolas Sarkozy en 2005. Il est chef du parti et il est ministre de l'Intérieur. Donc là, évidemment, la ligne de mire, c'est les présidentielles dans 2 ans. Est-ce qu'il peut rester ministre de l'Intérieur? Ce matin, Marion Maréchal, qui était invité de Jean-Jacques Bourdin, disait qu'il allait devoir choisir entre le camp national et la Macronie. Alors, par rapport à ça, Marion Maréchal, je ne crois pas qu'elle se présente de la République ou Premier ministre pour le moment. Et quand vous voyez les réactions de François Bayrou sur les réseaux sociaux, ou le fait qu'a priori, ce que dit Bruno Retailleau, le président de la République, Emmanuel Macron, l'ait félicité, je pense que Bruno Retailleau l'en sort renforcé de cette élection hier. Donc oui, il choisira, mais il choisira le moment venu, puis il choisira surtout de faire ce qu'il a envie de faire, j'ai l'impression. Pour répondre à votre question, le RN, c'est 100 000 adhérents aujourd'hui. Alors il y en a qui disent qu'ils ont gagné 20 000 adhérents au moment, vous savez, de la condamnation de Marine Le Pen, donc ils seront dans les mêmes eaux, mais ça avait été démenti, il y avait des voix inter au RN qui disaient que c'était que 80 000 adhérents, voilà. Mais c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, c'est le fait de dire aujourd'hui, je pense que certains électeurs du RN sont un peu paumés. Parce qu'il se passe, parce qu'ils ne savent pas quel candidat va s'afficher en 2027 avec ce qui se passe avec Marine Le Pen. Et ça serait intéressant de savoir si des électeurs RN ont basculé LR pour cette élection pour pouvoir aller voter Bruno Retailleau. Et c'est pour ça aussi que ça s'accélère du côté du RN, hein, et que Jordan Bardella, on va le voir tout feu tout flamme. Et il a raison, sur des plateaux, dans des interviews, pour pouvoir commencer à prendre le leadership, parce que je pense que l'élection présidentielle de 2027 a commencé hier soir, notamment à droite. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas du tout le même programme économique, hein, vous le savez. Oui, mais c'est les mêmes électeurs. Maintenant, on va en parler. On va en parler. Les électeurs du Nord, ils votent pas vraiment LR. Hein, ouais, mais sur les thématiques intérieures, sécuritaires, c'est quand même les mêmes. Et l'immigration aussi, d'ailleurs. Mais pas sur les questions économiques. Mais là, il y a un gouffre. Mais il va falloir passer des paroles aux actes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et on va parler avec les prisons. C'est-à-dire que quels sont les résultats aujourd'hui? Un auditeur me dit, mais il a fait quoi sur la sécurité? C'est pas popularité qui va stopper les dealers. On va y revenir dans un instant. C'est aussi un autre élément, si je puis dire, ajouter, sur le fait d'avoir des adhérents, c'est que les partis se remettent à travailler. Ouais.
C'est-à-dire que quand on a 10 000 adhérents, 20 000 adhérents, les partis, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'on n'a pas une expertise, on n'a pas une expertise économique, on n'a pas une expertise de politique étrangère, on a des défaillances, des trous dans la raquette à tous les niveaux. Là, le fait d'avoir justement des niveaux d'adhésion beaucoup plus importants, ça veut dire concrètement que les partis se remettent à travailler, doivent se remettre à travailler, et donc on amène de l'expertise, et ça c'est un élément que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, ça veut dire que les gens se mobilisent. On se retrouve dans un tout petit instant. Alors notre gagnante, c'est Nathalie de Rodez. Nathalie qui a gagné un bracelet personnalisé de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. C'est à l'occasion de la fête des mères toute la semaine. Ce bracelet qui est intégralement fabriqué en France, fait à la main, garanti à vie, résistant à l'eau. Vous pouvez aller sur le site pour voir toute la collection. Vous pouvez même les personnaliser. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Parmi les sujets d'actualité, il y a cette annonce qui a été faite dans le journal du dimanche hier, Gérald Darmanin, qui annonce la création d'un 3e quartier pénitentiaire de haute sécurité en Guyane. Quand on entend l'information, quand on la lit comme ça, ou la manière dont le JDD l'a présentée, on a un peu l'impression que c'est la suite de Laurent Wauquiez qui voulait envoyer tous les narcotrafiquants à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une prison qui a été prévue de longue date. Je crois que c'était d'ailleurs Dupond-Moretti qui avait signé la chose. Que ça concerne le trafic de drogue principalement, mais local, il y a déjà beaucoup à faire en Guyane, donc c'est pas aussi simple que ça. On a l'impression qu'on va prendre tous les salafistes, qu'on va les envoyer là-bas, tous les trafiquants de drogue, peut-être à Sénamou, vous qui êtes au cœur des quartiers. Ça nous renvoie à une période très très sombre des bagnes coloniaux. Mais c'est pas ça justement. On y envoyait à l'île du Diable en Guyane, peu importe, c'est le symbole est là en fait. Oui, c'est ça. Et où on y envoyait justement à l'île du Diable des détenus, où là-bas les droits humains n'étaient pas respectés, où il y avait des problèmes de violence. En notre temps, aujourd'hui, ça serait éloigner les familles des détenus, ça serait éloigner les détenus des structures d'accompagnement, d'entretien avec leurs avocats, et c'est surtout les envoyer sur un territoire qui déjà connaît la violence, connaît des difficultés majeures, où vous avez plus de 40 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, par exemple. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée, et que encore une fois, voilà, c'est la surenchère permanente, et c'est une communication quand l'on sait que justement c'était un projet initié pour une prison locale par l'ancien ministre de la Justice Dupond-Moretti. C'est là où on voit que c'est du racolage médiatique orchestré par Darmanin qui est en perte de vitesse. Mais cela en dit long sur leur vision réelle et leur volonté réelle de régler les problèmes de délinquance durablement. Mais concrètement, en plus, quand on est journaliste, il me semble qu'on doit, je ne veux pas donner des leçons à mes confrères, mais il me semble qu'on doit aller au fond des choses. C'est-à-dire que la faisabilité d'envoyer des métropolitains en Guyane, vous imaginez le recours auprès de la Cour des droits de l'homme sur le fait que la loi stipule que tout condamné tout détenu doit pouvoir avoir des visites, donc ça va être retoqué. Donc il y a et le pognon que ça coûte d'envoyer des gens là-bas. Juste pour vous surenchérir sur ce que vous dites, mais on a vu le ministre de l'Intérieur lui-même à l'époque, et notamment sur l'affaire Boualem-Sansal, commettre des inexactitudes à la tribune de l'Assemblée nationale, ne connaissant lui-même pas du tout certaines procédures, où il a fallu que des parlementaires, y compris de son camp, lui rappellent comment est-ce que les choses se passaient diplomatiquement. Donc on a affaire aussi à des ministres qui s'expriment un peu rapidement sur des sujets, sur la précipitation, sans se soucier du droit et du droit international également. Benoît Charvalier, vous connaissez, j'imagine, aussi la Guyane. Oui, j'y suis déjà allé. Donc c'est déjà, ce qui est clair, c'est qu'il y a un vrai sujet de criminalité et de drogue là-bas. Donc le fait qu'il y ait une prison de haute sécurité pour des délinquants domestiques n'amène à mon sens, aucun commentaire là-dessus. Après, si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, la question peut être celle de l'extraterritorialité. C'est-à-dire que comme d'ailleurs ça existe, où il y a des procès qui vont être détenus ailleurs, comme même sur d'autres sujets, on estime que pour tout un tas de raisons, le fait de garder sur place
Donc là, des détenus dans un élément familial, mais pour des questions de sécurité, pour des questions de confidentialité, la question peut se poser de l'extraterritorialité. Alors une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'elle est ? Alors évidemment, la Guyane a un inconscient collectif, mais il me semble que la question de cette extraterritorialité peut être posée. Oui, Noémie, sur cette annonce qui a été faite hier. Un petit peu la façon dont vous avez présenté les choses, c'est-à-dire que c'est tout à fait ça. Il y a l'annonce, la vitrine, et il y a la faisabilité. C'est deux choses différentes. L'annonce, on a un problème quand même de prison dans notre pays. Il y a un problème de surpopulation carcérale. Il y a un manque de prison. Et donc là, d'un coup, quand on vous dit 500 places, 60 places sous haute sécurité pour les narcotrafiquants, on vous fait comprendre que ça va être la construction d'une prison dont on a besoin, bien sûr, que les faits en tant que tels peuvent paraître intéressants. Maintenant, au niveau du droit et du droit international, c'est là que tout va se jouer. Effectivement, il y a des chances que ce soit encore... Vous savez, c'est le livre d'Arnaud Benedetti, le coup de com' permanent. C'est-à-dire que la politique, aujourd'hui, c'est des coups de com', c'est des grandes phrases, c'est des phrases chocs, c'est des annonces. Mais au fond, il s'agit juste de se montrer, d'avoir de la visibilité, notamment pour un homme qui effectivement est en perte de vitesse d'un point de vue politique. Et donc là, quelle est la viabilité de ces annonces ? Et effectivement, c'est pas tout à fait évident que ça va se transformer ensuite très concrètement en quelque chose de faisable, d'utilisable pour la France. Oui, et sans compter la réaction des Guyanais qui ont un peu l'impression... Laurent Wauquiez, je fais une erreur tout à l'heure, c'était effectivement pour les OQTF qui voulaient envoyer à Saint-Pierre et Miquelon. Oublier les territoires ultramarins de la métropole, et si on leur envoie en plus tous nos problèmes, ça prouve la considération qu'on a pour eux. Ça, c'est encore un autre sujet sur les oubliés. C'est les mêmes, je pense. Moi, je pense pas, parce que je trouve que justement, on les refait repasser en priorité. Je trouve ça très bien d'ailleurs, et on aurait dû le faire plus tôt. Mais on pourra en parler, c'est un sujet qui me passionne aussi. Et juste pour répondre à ce que vous disiez sur les prisons, sur Gérald Darmanin, j'ai l'impression que c'est un jour une idée en ce moment sur ses propositions. Et c'est vrai que des fois, quand vous avez un jour une idée, des fois il y a peut-être trop d'idées et pas assez de jours. Et c'est pareil sur le fait. Et pas assez de résultats, mais c'est pareil pour Bruno Retailleau, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'effets d'annonce. Pour le moment, il se passe pas grand-chose. Et moi, en fait, je trouve ça assez hallucinant de dire on va acheter des places à l'étranger. Pour les prisonniers. Ça, c'est Emmanuel Macron. Le président a dit que c'est une bonne idée. Gérald Darmanin l'a annoncé, le président de la République, mardi dernier, dans une émission, dit que c'est plutôt une bonne idée. Sans se renseigner de savoir s'il y a des places à l'étranger, sur comment se passe le système carcéral, parce qu'il parle de l'Espagne notamment. Et on pourra en parler, en Espagne, parce qu'ils ont aussi des problèmes. Bon, après, sur les places de prison en tant que telles, il faut quand même dire qu'en 2017, il y avait un plan de prison, 2019 peut-être, je sais plus, qu'il y avait un plan qui avait été annoncé, c'était le plan des 15 000 prisons qui devraient être construites. On sait qu'on en a construites à ce jour à peu près 5 000 à 5 200, qu'il y en a 5 000 qui ont été lancées, donc qui seront normalement réalisées avant la fin du quinquennat, et il en manquera 5 000 sur ce plan des 15 000. Donc avant de vouloir louer des places à l'étranger à la prison, des places pour les prisonniers à l'étranger, de vouloir leur faire payer leur séjour en prison et tout, il faudrait peut-être tenir les promesses qu'on a déjà lancées, c'est-à-dire essayer de moderniser ce parc, de moderniser, en tout cas de le créer, même ce parc de prisonniers, avant de lancer plein d'idées. Et par rapport à la Guyane, vous avez raison de dire que ça a été lancé par l'ancien garde des Sceaux, ça a été signé de sa main, ce plan de prison en Guyane, et que, comme vous le dites, moi non plus je ne donnerai pas de leçon à nos confrères du JDD, mais on le fait quand même. On le fait quand même parce qu'on lit ce qu'ils font, parce que ça nous intéresse. Bien sûr. Et qu'ils auraient quand même dû le signaler, le fait que ce plan avait été lancé et que Gérald Darmanin surfe sur ces prisonniers pour encore faire du populisme. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est faire du populisme que de dire qu'on va envoyer ces gens à l'étranger, ce qu'a fait Laurent Wauquiez il y a quelques semaines. Pareil pour les OQTF, parce qu'on pense que ça va faire plaisir aux Français à un moment donné, mais c'est pas réalisable. Voilà. C'est assez primaire dans l'approche et dans la réaction. C'est-à-dire qu'on voit un gros titre, on va ouvrir une prison en Guyane, on va mais ça participe à décrédibiliser la parole publique. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Français considèrent la politique comme impuissante. Mais évidemment, quand vous avez des politiciens qui parlent toute la journée mais qui n'ont pas de résultats, qui vous font des grands coups d'annonce, des grandes annonces, etc., régulièrement dans la presse, mais qui voient au quotidien que leur quotidien ne change pas et que les difficultés qui sont les leurs, c'est-à-dire simplement, là on parle des prisons, mais c'est la question de la sécurité au fond qui se pose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une justice, est-ce qu'on considère que lorsqu'on est lésé, la justice prend bien les choses en charge. Eh bien, quand ce sentiment-là d'injustice ne perdure malgré les grandes déclarations grandiloquentes de certains politiciens,
Bon, effectivement, vous pouvez dire que ça contribue à alimenter la machine populiste, mais en tout cas, ça décrédibilise la parole politique dont on se rend compte qu'elle n'aboutit sur rien, en fait, de concret. Benoît Chervalier. Juste un petit bémol, c'est pas que je suis en désaccord avec vous, mais quand on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger, c'est pas un sujet qui est, j'allais dire, franco-français. C'est-à-dire que c'est pas uniquement... Non, c'est ce que je dis, moi je suis d'accord avec vous. Quand on regarde, par exemple, le Royaume-Uni qui avait négocié avec le Rwanda pour envoyer justement... Donc c'est une problématique et une manière d'y répondre. Donc la question, est-ce qu'elle est efficace? Comment elle est efficace? De quoi parle-t-on? Et de qui parle-t-on? Mais est-ce qu'elle est faisable surtout? Enfin vraiment, là on nous annonce qu'on va acheter des places de prison en Espagne. On les loue, oui, pardon, on les loue, vous avez raison. Vous avez entendu des chiffres? Vous savez, vous connaissez la situation carcérale en Espagne? Comme vous dites, c'est pas franco-français. On manque de place dans toutes les prisons d'Europe. C'est Robert Ménard qui avait proposé ça au président de la République en disant il y a des places en prison, il y a des places en Espagne. Moi, j'ai 86%. Mais je peux vous dire que quand vous allez, ça dépend des places que vous voulez aussi, parce que toutes les peines ne sont pas les mêmes. Toutes les peines ne sont pas aménagées de la même façon. Et sur les coups de promesses des différents dirigeants politiques, il y a aussi une chose, et c'est pour ça que ça décrédibilise un peu la parole politique, je trouve, c'est qu'ils peuvent faire des annonces, mais ils n'ont pas les moyens de réaliser ces annonces. Enfin, faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui en France. Que dès que vous allez faire passer un texte, ça va être un branle-bas-combat pour pouvoir le faire passer le moment venu. Et ça, en fait, c'est de prendre, moi je trouve, les Français pour des imbéciles, que d'annoncer plein de choses et qu'ils n'en ressentent rien à la fin, parce que malheureusement, aujourd'hui, la machine parlementaire est un peu grippée. Je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est comme l'annonce faite par Bruno Retailleau qui veut autoriser la poursuite par les policiers lors des rodéos urbains. Enfin, c'est une annonce. Concrètement, les policiers qu'on va confronter. Peut-être que vous avez un point de vue là-dessus. On doit marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots, même si ça mérite plus, sur les rodéos. Je pense qu'à Marseille, comme à Paris, dans de nombreuses villes, vous êtes confrontés à ces rodéos. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les policiers, comme en Grande-Bretagne, auront la possibilité de poursuivre avec leur voiture de façon et de toucher, si j'ai bien compris, ceux qui font des rodéos urbains. Donc, est-ce que c'est une solution? Ce qu'ils appellent le contact stratégique pour arrêter une personne coupable de rodéo a conduit à des personnes hospitalisées, parfois mortes, et c'est d'ailleurs le général de gendarmerie qui a expliqué que de toute façon c'était une pratique qui est extrêmement dangereuse, et pour l'environnement dans lequel tu fais le rodéo, c'est-à-dire pour lequel tu fais ta poursuite de l'auteur du rodéo, et pour l'auteur lui-même. C'est-à-dire que là, tu mets en danger et les personnes qui peuvent être autour et le conducteur lui-même. Je suis pas sûr que rajouter ce stress supplémentaire à nos policiers soit stratégiquement intelligent. Je crois qu'il y a d'autres approches à mener. La police de proximité, connaître son environnement, savoir d'où est-ce que ces motos arrivent. Aujourd'hui, nos villes sont plus ou moins correctement équipés en caméras de vidéosurveillance. Je pense que remonter le fil d'où est-ce que part la moto et d'où est-ce qu'elle arrive, c'est plus ou moins facile. Et je crois que voilà, il y a cette modernité auquel nous avons affaire avec les objets nouveaux du numérique pour pouvoir retracer, remonter les filières, trouver les auteurs, peuvent nous permettre en quelques minutes, quand le réseau de caméras de surveillance est très bien construit, de retrouver les auteurs sans être obligé d'aller envoyer à l'hôpital des jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes qui sont au volant de ces motos. Et il faut rappeler que c'est un danger quand même pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut des mesures dissuasives fortes. Et à Marseille, par exemple, dans les quartiers nord, la BAC a réussi à récupérer, je crois que c'était l'année dernière, plus d'une trentaine de motos, avant même qu'ils commettent des rodéos sauvages. Et donc, je trouve que voilà, quand on arrive à enquêter, retrouver les auteurs, ça marche, et on n'a pas besoin d'aller au contact et de créer un trouble à l'ordre public. Alors en fait, il dit que non, il dit que c'est pas cette technique dite du contact tactique n'est en vigueur qu'à Londres et a été prise à l'époque pour réduire les vols à l'arraché, et donc apparemment ça n'irait pas aussi loin. Mais bon. Et vous savez que
sur la course-poursuite, c'est quand même très controversé. Parce que la course-poursuite, on ne sait jamais comment est-ce que ça va se finir. Et des fois, les policiers préfèrent interrompre une course-poursuite plutôt que la poursuivre, puisque ça va conduire à un drame, forcément. Donc, il vaut mieux des fois éviter... voilà. Oui, mais s'ils n'arrivent pas à l'interrompre, le problème il est là, c'est que s'ils n'arrivent pas à l'interrompre, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a des mesures de bon sens qui ne sont pas encore réalisées. Il faudrait pouvoir enlever la moto tout de suite, quoi. Et ça, ce n'est même pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire enlever la moto, la saisir. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui, mais depuis très peu de temps. Ça se fait pas automatiquement. Et on a dans les rodéos urbains, c'est systématique désormais. Depuis quelques mois. Depuis vraiment quelques mois. Au moins. Et vous retrouvez aujourd'hui les auteurs de ces rodéos urbains sur une moto quelques mois plus tard. En fait, il faudrait s'assurer qu'ils ne puissent pas en racheter, en reposséder une, je sais pas, enfin organiser des choses sur ces gens qui sont déjà récidivistes sur cette thématique-là, je pense. Oui, en fait, c'est pas le toucher. J'ai dit la poursuite des véhicules sera systématique puisqu'apparemment il y avait quand même une différence selon les territoires. Donc Bruno Retailleau a dit dans 48 heures, j'enverrai à toutes nos forces de l'ordre une nouvelle instruction pour leur permettre de poursuivre ces personnes. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire poursuivre puisque c'est le principe quand même de la police, non, de poursuivre. Je vois pas très bien ce qu'il y a de. C'est ça qui est incroyable. Alors franchement, vous me pardonnez ma naïveté, mais moi je pensais que c'était déjà possible. Là, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'ils font des annonces, on se rend compte de harmoniser la prise en compte opérationnelle de ces infractions sur l'ensemble du territoire. Oui, parce que c'est le cas en fait dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Enfin, là, on est dans quelque chose de législatif, d'un peu absurde. J'ai cru effectivement que c'était la possibilité de toucher comme ça se fait en Grande-Bretagne. On profite du fait que vous soyez sur le plateau, Benoît Chervalier, pour parler de Choose France, 8e sommet. Alors, on nous dit que c'est formidable, que la France bat un record et concrétise énormément de projets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on accueille autant de projets de l'étranger? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions. Ouais. D'abord, l'attractivité, c'est un élément qui est très favorable, c'est-à-dire de donner une image de la France vis-à-vis des partenaires étrangers. Alors, partenaires étrangers, c'est évidemment des investisseurs financiers, mais c'est aussi des industriels, c'est aussi entre guillemets des entreprises de la vraie vie. C'est pas uniquement des banques. Donc là, de redonner cet élément marqué par le baromètre d'Ernst & Young, d'EY, qui a matérialisé, factualisé en effet le fait que la France soit la première destination préférée des investisseurs étrangers. Donc en ça, moi je trouve que c'est évidemment un élément positif, une sorte de petit Davos finalement qui se tient en France et crée un élément on va dire de lumière en faveur de notre pays. La deuxième chose, c'est que ce petit Davos, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi des entreprises françaises, et en particulier les grandes entreprises, qui, si je puis dire, vont faire un peu leur marché, et aussi elles-mêmes vont investir à l'étranger. On a parlé de Sanofi qui investit aux États-Unis, on a parlé de CGA-CGM qui investit aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc ça marche dans les deux sens. Ça marche pour les entreprises étrangères qui investissent en France, comme les entreprises françaises qui investissent à l'étranger. Je rappelle que c'est à peu près 1600 milliards d'euros dans ce cadre-là, donc plus de la moitié du PIB. Enfin, le troisième point, et là pour mettre un petit bémol, c'est-à-dire la question de la réindustrialisation, qui est évidemment dont on nous parle depuis là aussi des années. Voilà. Alors. Et c'est là où, évidemment, quand on met des chiffres, les chiffres, on le sait tous, on leur fait tout dire. Quand on mélange du stock et du flux, la périodicité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un projet qui va être réalisé dans 1 an, c'est pas tout à fait la même chose qu'un projet qui va s'étaler sur 5 ans. Il y a des aléas. On l'avait vu notamment d'ailleurs dans les jours qui ont suivi la dissolution, où certaines annonces qui avaient été faites, des investisseurs étrangers avaient dit moratoire, on va mettre, on va appuyer sur le bouton pause, on va regarder un petit peu plus quelle est l'évolution, et à la fin des fins, la vraie question est celle relative au coût du travail. Et l'industrialisation, et la réindustrialisation de notre pays, elle est très profondément liée au coût du travail et à l'abaissement du coût du travail.
Voilà. Après, dernière chose, c'est des investissements qui ne sont pas uniquement dans... Il y a quelques années, si vous vous en souvenez, on parlait beaucoup de gigafactory, et notamment dans le nord de la France. Là, ce qui est intéressant, malgré tout, de constater, c'est qu'on est plus aussi vers l'intelligence artificielle. On est plus sur une forme de j'allais dire, de dissémination au sein du territoire français, donc pas uniquement dans le nord, dans le sud-ouest, dans le sud-est. Donc ça infuse, donc ça c'est un élément plus positif, et qu'à la fin des fins, c'est qu'une politique, il faut aussi lui donner un petit peu de temps. Ouais, c'est ça, il faut que ça se mette en place. Et typiquement l'industrie. L'industrie, c'est du temps long. Vous reportez sur ce mini Davos? Je pense que le président de la République a voulu incarner la Startup Nation depuis maintenant le début de son mandat, qui poursuit un but, pour moi, qu'il a beaucoup de mal à atteindre. Il annonce, je crois, c'est 20 milliards, c'est ça, d'investissements nouveaux. Ouais. Est-ce que réellement ces 20 milliards, au vu de tout ce que certaines entreprises de la tech ne respectent pas, ne paient pas sur le territoire, est-ce que réellement il y a un parallèle à faire ou pas? Mais effectivement, on peut se réjouir de l'attractivité économique ou d'une Made in France. De toute façon, nous, on est pour produire maintenant des entreprises plus responsables à partir du territoire. Mais cet échange commercial, il est aussi vital pour le pays. Oui. Alex? On verra les résultats. Apparemment, il y a des annonces déjà très très élevées de certaines entreprises qui investissent. Tout ce qui peut favoriser l'économie française, il faut l'encourager. Voilà. Ouais. Je peux pas vous dire autre chose. Noémie? Non, j'avais juste une question peut-être pour vous. Est-ce que le fait d'avoir des comptes publics aussi déficitaires, ça joue sur notre réputation vis-à-vis des entreprises à l'étranger? Alors, c'est pas les comptes publics en tant que tels, ça va plutôt être à la fois la notation, donc la qualité de la signature, donc le fameux AAA que la France a déjà perdu il y a plusieurs années. Les États-Unis, d'ailleurs, viennent de perdre aussi il y a quelques jours leur AAA. Donc la France garde une notation très favorable, donc qualité de signature, et c'est celle qui détermine, on va dire, l'attractivité des investisseurs, à l'égard des investisseurs étrangers. Donc ça c'est plutôt bien. Et je dirais que la France est aujourd'hui dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure élève par rapport à l'Allemagne, mais c'est pas non plus un cancre. Et donc du coup, ça permet, là je parle vraiment en qualité de financier, ça permet de bénéficier d'un petit rendement supplémentaire. Et donc ça c'est attirant, mais tout en ayant en même temps une certaine qualité. Donc là j'allais dire que la situation paradoxalement française est plutôt relativement favorable, mais après il faut pas que ça se dégrade, parce qu'évidemment si on sort de cette borne, on est vite passé à côté du filet. Merci à tous les quatre, très bonne journée sur Sud Radio, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.